La veille de Noël, 1966, le prisonnier évadé le plus dangereux de Grande-Bretagne est monté dans une camionnette dans l'est de Londres, car il croyait que Ronnie Kray l'attendait. Frank Mitchell était le détenu le plus violent de Grande-Bretagne. Il avait passé des années à se battre contre les gardiens de prison, à s'évader d'établissements de haute sécurité et à terroriser les hommes payés pour contrôler la violence. Mais cette nuit-là, il était calme. Il pensait enfin voir l'homme qu'il idolâtrait, Ronnie Kray. Mais au moment où les portes du fourgon se fermaient, le moteur démarra. Deux hommes sont montés à l'arrière avec lui. Alfie Gérard et Fred Foreman. Deux noms qui, dans le Londres des années 1960, semaient la terreur même chez les criminels les plus endurcis. Il n'y aurait pas de maison sûre à la campagne, pas de dinde rôtie avec tous ses accompagnements. Frank Mitchell s'était évadé de la prison de Dartmoor, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait placé sa confiance dans les créateurs. Frank Mitchell avait des problèmes depuis son enfance. Né à Limehouse, dans l'est de Londres, au sein d'une famille de 7 enfants, il comparaissait déjà devant les tribunaux pour mineurs avant même d'avoir 10 ans. Lorsqu'il était jeune, la petite délinquance s'était muée en quelque chose de plus grave, le cambriolage. Mitchell se vantait de pouvoir entrer et sortir de n'importe quel bâtiment. Si quelqu'un fermait une porte à clé, Frank Mitchell considérait cela comme un défi. Son premier crime majeur a été de s'introduire par effraction dans un immeuble résidentiel pour infirmières, pensant qu'il s'agissait d'une affaire bien plus lucrative. Lorsqu'il réalisa son erreur et sut que la police était arrivée à l'haie extérieure, il entra dans l'une des chambres des infirmières. Cela a dû être une épreuve terrifiante pour la jeune femme. Mais elle a affirmé que Mitchell ne lui avait pas fait de mal. Il la rassura en lui disant qu'il ne lui voulait aucun mal et tenta de se glisser dans une armoire pour dissimuler sa silhouette athlétique. La police l'a arrêté et il a été condamné à une peine de près de 3 ans. Pour la plupart des méchants, ce serait un risque du métier. Il se retroussait les manches, faisait le temps nécessaire et retournait ensuite travailler dur. Mais les autorités n'ont pas permis que cela se produise avec Mitchell. Il a été évalué, puis diagnostiqué comme souffrant d'un déficit mental, un terme largement utilisé à l'époque. Avec plus de 1,83 m, un tour de poitrine de 137 cm et des bras semblables aux jambes d'un haltérophile, Mitchell était un homme extrêmement puissant. Mais selon les autorités, il avait l'esprit d'un jeune enfant. Il fut donc envoyé à l'asile de Rampton, une unité sécurisée du Nottinghamshire créée pour faire face au débordement du tristement célèbre Broadmoor. Il détestait cette étiquette. Il n'était pas en colère. Il a insisté sur le fait qu'il était un condamné. Il y avait une différence et il la sentait au plus profond de lui-même. Il purgeait une peine de moins de 3 ans. Et maintenant, il avait été placé dans un endroit qui pouvait le garder indéfiniment s'il le souhaitait. Il n'allait pas mettre cela à l'épreuve. En janvier 1957, il s'évada avec un autre détenu de Rampton. Pendant leur fuite, ils ont cambriolé une maison pour voler des vêtements, de la nourriture et de l'argent afin de faciliter leur évasion. Le propriétaire de la maison les a courageusement défiés, tandis que sa femme, terrifiée, restait allongée dans son lit. Il a été roué de coups avec une barre de fer et a eu la chance de survivre à l'agression. Au cours de l'appel, Mitchell était plus préoccupé par l'étiquette de déficience mentale que par l'agression elle-même. Il a exigé d'être traité comme une personne non folle. Il a déclaré sans ambages au juge : « Il n'y a pas de serrure que je ne puisse ouvrir.
Si vous me renvoyez dans un hôpital psychiatrique, à Broadmoor ou ailleurs, je vous promets que je m'échapperai et je suis prêt à mourir. Le juge l'a condamné à 9 ans de prison pour tentative de meurtre et, peut-être convaincu par sa menace, l'a renvoyé en prison plutôt que de le placer dans un autre hôpital psychiatrique. C'est durant cette période de 12 mois que sa réputation de détenu le plus redouté de Grande-Bretagne a commencé à se forger une légende. L'une des anecdotes les plus révélatrices du livre Respect de Fred Foreman concerne Bruce Reynolds. Reynolds n'avait pas encore acquis la sinistre réputation d'homme qui allait mener le grand braquage du train, mais il était en train de se forger une réputation de méchant dur et intelligent. À l'époque, Reynolds préparait une évasion audacieuse de prison et aurait introduit clandestinement une arme à feu dans l'unité qui lui était cachée par un autre détenu. Mais son plan allait se heurter à un obstacle inattendu. Un matin, lors de sa visite hebdomadaire autorisée au bain public pour se débarrasser de la crasse de la prison, Reynolds fut attaqué par Mitchell, qui se jeta sur lui comme un chien enragé, le poignardant à plusieurs reprises dans le dos. Reynolds gisait affalé dans les bains publics, se vidant de son sang et haletant. Mitchell sera inculpé de tentative de meurtre pour l'agression au couteau. Lors d'une audience, Mitchell est entré dans une rage folle, et il a fallu une bataille titanesque avec 4 gardiens et 6 autres policiers pour le maîtriser. Mad Frankie Frassier, un détenu indiscipliné et homme de main du milieu criminel, a déclaré que Mitchell avait son propre code de conduite en prison. Les indicateurs et les délinquants sexuels étaient des cibles. Il en allait de même pour les hommes auxquels il pensait avoir manqué de respect. Reynolds avait glissé sans le savoir dans cette 3e catégorie et l'avait contrarié d'une manière ou d'une autre. Frankie, le petit malfrat extrêmement violent du sud de Londres, a déclaré que lui et Mitchell, beaucoup plus imposants, feraient équipe pour poignarder et couper l'herbe. Pendant que Frankie s'approchait au plus près, poignardant les victimes avec des armes artisanales, Mitchell s'en prenait aux gardiens, essayant d'arrêter le bain de sang, les jetant comme des poupées de chiffon. Foreman a décrit sa force comme surhumaine. Mitchell serait innocenté de l'agression de Reynolds car sa victime aurait respecté le code du criminel et ne l'aurait pas dénoncé. Mais les autorités ne pouvaient pas laisser le carnage se poursuivre. L'administration pénitentiaire a décidé de l'envoyer dans l'institut qui terrifiait les détenus plus que tout autre. Broadmoor a ouvert ses portes en 1863 sous le nom de Broadmoor Criminal Lunatic Asylum, une institution victorienne construite pour les délinquants considérés comme fous, dangereux et impossibles à gérer dans les prisons ordinaires. Ce n'était pas une prison de nom, mais pour des hommes comme Frank Mitchell, c'était encore pire. De hauts murs intimidants, des quartiers fermés à clé, une discipline rigide et une population composée de certains des délinquants les plus perturbés et violents de Grande-Bretagne. Et Broadmoor avait déjà appris, de la pire des manières, ce qui pouvait arriver lorsqu'une personne s'échappait. En 1952, John Thomas Straffen s'est évadé de Broadmoor. Il est sorti, a franchi le mur et, quelques heures plus tard, a assassiné une fillette de 5 ans. L'évasion a provoqué panique, indignation et honte. Après Straffen, les autorités ont installé des sirènes d'alerte autour des villes et villages environnants, inspirées des anciennes sirènes d'alerte aériennes, afin que la population locale puisse être prévenue en cas d'évasion d'impatients. Mais les tirs de mitrailleuses ne seraient pas la seule évasion
largement médiatisé. Les sirènes seraient de nouveau activées lorsque Mitchell tiendrait la promesse qu'il avait faite au juge après son évasion de Rem, juin 1958. Malgré le fait qu'il se trouvait dans l'aile la plus sécurisée, Mitchell était parvenu d'une manière ou d'une autre à fabriquer un mannequin plus vrai que nature, qu'il avait glissé sous la couverture de son lit. Il a arraché les volets de sa cellule et s'est envolé à travers les barreaux métalliques pour se faufiler par la fenêtre, à longer un rebord, à escalader un mur pour gagner sa liberté. À 7h du matin ce même jour, il s'introduisit par effraction dans un chalet voisin. Les événements qui se déroulèrent au cours de l'heure et demie suivante lui valurent le surnom de « fou à la hache ». Cela attirerait également l'attention des médias nationaux et des frères jumeaux les plus dangereux de Londres. Selon les informations relayées par les médias, Mitchell s'est introduit dans la maison par une fenêtre. Le couple l'a vu s'introduire par effraction et a été terrifié. La femme l'a décrit comme ressemblant à un lion, le prédateur le plus redouté du règne animal. Son mari, un colosse de plus de 100 kilos, l'a défié, mais il a été assommé à coups de manche de hache, un outil qu'il avait pris dans leur garage. Il est arrivé lui aussi et a déclaré que Mitchell avait les mains enroulées autour du cou de sa femme, qui hurlait de peur. Mitchell a dit au mari de calmer sa femme et a déclaré qu'il ne leur ferait pas plus de mal s'il faisait ce qu'il disait. Il ordonna à la femme de lui laver les pieds, qui étaient en lambeaux après sa fuite pieds nus. Il a pris des vêtements, de la nourriture et une voiture, et les a laissés indemnes, à l'exception de quelques coupures et contusions. La presse l'a surnommé « le fou à la hache ». Mitchell détestait ça aussi. À ses yeux, la folie était un signe de faiblesse, et quoi qu'ait été Frank Mitchell par ailleurs, il ne se considérait pas comme faible. Il fut finalement capturé et reçut la peine ultime, la prison à vie. Cette fois-ci, les autorités ont décidé de l'envoyer au milieu de nulle part, à la prison de Dartmoor. Il est arrivé à Dartmoor auréolé de légendes carcérales et n'avait plus grand-chose à perdre. Toute la prison était en admiration devant Mitchell, grand, costaud et beau garçon, qui prenait les détenus en flagrant délit de fausse amitié, mais les laissait avec des côtes fêlées. Les prisonniers qui s'opposaient à lui étaient attaqués à coups de poing ou d'armes. Il a de nouveau été jugé incontrôlable. Il bénéficiait de la meilleure cellule, avec des coursiers qui lui apportaient le matin des sandwichs au bacon et des tasses de thé fumant. L'un d'eux était John Bindon, un dur à cuire de l'Ouest londonien. 10 ans son cadet. Il était impressionné par ce criminel hors la loi et se joignait à lui pour attaquer les détenus accusés de délation ou d'infraction sexuelle. Mais alors, étrangement, Dartmoor trouva la seule chose qui sembla le calmer. Un peu de liberté. Mitchell a été transféré au groupe d'honneur, un groupe de détenus de confiance autorisés à travailler à l'extérieur des murs de la prison. Il gardait des petits oiseaux dans sa cellule. Il nourrissait les poneys sauvages des Landes. Il était même autorisé à fréquenter les pubs des environs et à boire avec les habitants du coin. Croyez-le ou non, après des années de brutalité, le système avait fini par trouver quelque chose qui fonctionnait. Ni punition, ni traitement, juste un aperçu de la vie ordinaire. Mais aucune date de sortie n'était encore en vue, aucun objectif final sur lequel il puisse se concentrer. C'est alors que Ronnie Kray prit la décision qui allait finalement contraindre les jumeaux à commettre un acte impensable. Ronnie Kray connaissait Mitchell depuis la prison. Il y avait une relation entre eux. Ronnie aimait les hommes abîmés, les hommes violents, les hommes
qui inquiétait le reste du monde. Mitchell, à sa manière si particulière, idolâtrait le jeune Ronnie. Ronnie Kray a donc décidé de le faire évader. Pas par loyauté, pas vraiment. C'était une question de réputation. Ce mouvement de contestation voulait prouver qu'il pouvait faire ce que l'administration pénitentiaire ne pouvait pas. Mitchell était un trophée. La preuve que les jumeaux pouvaient passer à travers les murs de la prison et en sortir un soi-disant monstre. C'était là toute son arrogance. Les partisans de cette folie pensaient que contrôler Londres signifiait pouvoir contrôler Frank Mitchell. Ils ont confondu réputation et pouvoir. L'évasion elle-même était d'une simplicité presque embarrassante. Le 12 décembre 1966, Mitchell était dans la lande avec un petit groupe de travailleurs. Il demanda au gardien des âmes s'il pouvait aller nourrir les poneys de Dartmoor. Le garde a dit oui. Mitchell s'éloigna. Pas de tunnel, pas d'émeute, pas de prise d'otage. Le prisonnier le plus dangereux de Grande-Bretagne s'est simplement rendu à pied à une route tranquille où une voiture l'attendait pour sa fuite. À l'intérieur se trouvaient Kray Associates, Albert Donahue, Mad Teddy Smith et Billy Exley. Ils se sont rendus directement à Londres. Il s'est écoulé plus de 5 heures avant que quiconque à Dartmoor ne réalise que Mitchell était parti. L'évasion a fait la une des journaux nationaux. La question a été débattue à la Chambre des communes. La police, les Royal Marines et même un hélicoptère de la RAF ont fouillé la lande. Mais ils cherchaient au mauvais endroit. Mitchell était déjà dans l'est de Londres, en train de manger les plats à la mode, d'attendre Ronnie et de réaliser lentement que la liberté n'était pas ce qui lui avait été promis. Le plan, s'il y en a jamais eu un, était d'utiliser l'évasion de Mitchell comme moyen de pression. Avec l'aide de Teddy Smith, Mitchell écrivit des lettres aux journaux nationaux. Sa demande était simple. « Donnez-moi une date de sortie. Prévenez-moi quand cela finira. » Mais la ministre de l'Intérieur ne se laisserait pas faire chanter par un criminel. Le pari a échoué presque immédiatement. Or, cette mode avait un problème sans solution évidente. Ils n'ont pas pu libérer Mitchell. S'il sortait dans la rue et qu'on le reconnaissait, tout s'effondrerait autour de eux. Ils ne pouvaient pas le rendre sans se rendre complices de l'évasion. Ils ne pouvaient pas le rendre heureux, car Ronnie et Reggie n'avaient aucune intention de partager cet appartement avec lui. Et ils ne pouvaient pas le contrôler, car ses gardiens étaient terrifiés par lui. Les fous ont prouvé qu'ils pouvaient faire sortir Mitchell. Le plus dur restait à faire. Le garder à l'intérieur. Une fois, il a attrapé un gardien de cinglé, un colosse de 100 kg, l'a soulevé de 15 cm du sol par les étiquettes et a hurlé qu'il voulait voir les jumeaux. Sinon, Mitchell a déclaré qu'il défoncerait la porte, marcherait jusqu'à Valence Road et dirait à leur mère exactement comment ces garçons le traitaient. C'était presque comique. Le criminel évadé le plus redouté de Grande-Bretagne se présente chez la mère des Kray pour dénoncer ses fils. Mais la plaisanterie s'est arrêtée quand on s'est souvenu qu'il était réellement capable de le faire. Cette mode avait en partie construit leur image autour de la famille, de leur mère, autour de la mythologie de l'East End, mêlant bonne manière, respect et violence. Menacer leur mère, c'était différent. Mais Mitchell n'était pas un méchant ordinaire. Vous pourriez discrètement redresser la situation. Ils ont donc tenté une autre diversion. Lisa Presco, une hôtesse de boîte de nuit blonde originaire de Leeds, fut envoyée à l'appartement. Elle n'a pas été envoyée parce que quelqu'un se souciait de Mitchell. Elle a été envoyée parce que les gardiens ne pouvaient plus le retenir par de simples promesses. Pendant un moment, elle l'a distrait.
Mais cela aussi est devenu un problème. Mitchell devint obsédé, possessif et émotif à son égard. La folie ne l'avait pas calmé. Il lui avait donné une chose de plus qu'il ne pouvait supporter de perdre. L'appartement était une prison. Lisa était une complication. Mitchell était un boulet. Finalement, cette mode a abouti à la conclusion qu'elle avait probablement évitée depuis le début. Cela ne pouvait pas continuer. Il leur fallait un homme capable de gérer quelqu'un d'aussi imprévisible et dangereux que Frank Mitchell. Ils avaient la personne idéale en tête. Freddie Foreman, la veille de Noël 1966. L'appartement de Barking Road était calme pour la première fois depuis des semaines. Albert Donahue a dit à Mitchell de se préparer. Il était transféré dans une maison sûre à la campagne. Ronnie Cray serait là à m'attendre. Il a failli y avoir une autre dispute lorsqu'il a réalisé que Lisa ne viendrait pas avec lui. Donahue l'a convaincu de se calmer. Il a dit à Mitchell qu'il était plus sûr pour elle de le suivre plus tard. Si la police les arrêtait, elle pourrait être blessée ou arrêtée. Il vaut mieux que Mitchell passe en premier. Lisa pourrait suivre une demi-heure derrière. Mitchell l'accepta. Il enfila son manteau, sortit vers la camionnette et y monta. Ce qu'il ignorait, c'est que Foreman et Alfie Gerard étaient déjà à l'intérieur et nourrissaient des intentions meurtrières. Pendant quelques secondes, Mitchell crut qu'on l'emmenait chez Ronnie Cray. Le moteur démarra et il commença à traverser l'est de Londres. Foreman et Gérard sortirent alors leurs pistolets et ouvrirent le feu. Les coups de feu continuaient de pleuvoir. Mitchell s'effondra à genoux, son corps énorme encaissant, round après round. Ils lui ont tiré d'autres balles dans la poitrine alors qu'il restait immobile. Puis un gémissement se fit entendre. Il releva la tête. Gérard regarda Foreman. Mitchell n'était pas mort. Foreman a rapidement pointé un pistolet silencieux sur la tête de Mitchell et a tiré le coup fatal. Donahue, qui était assis à l'avant avec le chauffeur, a entendu les coups de feu et, craignant d'être le prochain, il a demandé au chauffeur de s'arrêter et de le laisser sortir. Ils l'ont fait. Il s'éloigna dans l'obscurité de la veille de Noël. Il s'attend encore presque à recevoir une balle entre les omoplates. Lorsqu'il fut suffisamment loin, il trouva une cabine téléphonique et appela Reggie Cray. Il a utilisé le code convenu. Ce chien a gagné. Cela signifiait que Frank Mitchell était mort. Foreman a déclaré plus tard que le corps de Mitchell avait été ligoté avec du grillage à poules, lesté et jeté dans la Manche. Si ce récit est véridique, l'intention était simple. Mitchell ne devait pas simplement être tué. Il devait disparaître. Quelques instants avant les coups de feu, Mitchell avait regardé les rues de Low East End où il avait grandi, sans se douter que c'était un adieu. Il avait demandé la permission d'aller rendre visite à ses parents à Canyon Town. Ce désir lui fut refusé. Le système carcéral n'a pas pu briser Frank Mitchell. Ranchon ne pouvait pas le retenir. Broadmoor et Dartmoor ne le pouvaient pas non plus. Même la folie n'a pas pu le contrôler longtemps. Mais il n'en avait pas besoin. Il leur suffisait qu'il leur fasse confiance une seule fois. Et la veille de Noël 1966, l'année où l'Angleterre a remporté la Coupe du Monde, Frank Mitchell a commis cet acte, et il en a payé le prix ultime.